Bien, on va s'arrêter là pour cette première intervention. Donc maintenant, je donne la parole à Éric Brunegoué, qui est également un membre de notre équipe de recherche. Et Éric, tu vas nous présenter là où on en est du développement d'un nouveau programme de remédiation de la cognition sociale, qui a comme spécificité qu'il essaye de mettre en jeu la question de l'interaction, c'est-à-dire de la relation entre deux agents pour susciter des situations plus naturelles à remédier. Bien que tout ça se passe par informatique et par agent virtuel. Vous voyez que le paradoxe est grand. Merci. Bon, c'est aussi un grand plaisir de parler ici et aussi un challenge après le caractère très scientifique et pointu de Paul. Ma présentation est peut-être à mi-chemin entre le développement technique et la science. Je me suis aperçu en essayant un petit peu de rendre ce travail et de vous dire où on en est, que c'était pas du tout la même chose de parler de recherche et de parler de développer un média, une nouvelle méthode, et d'essayer de l'articuler avec les besoins des soignants par rapport à un panorama de techniques qui se développent à toute vitesse et dans lesquelles nous aurons tous à naviguer, à faire des choix. Donc, excusez-moi si c'est un peu moins pointu. Alors, l'idée c'est pourquoi et avec quelle envie créer un programme de remédiation fondé sur des nouveaux principes et les nouvelles technologies. Alors, on s'intéresse à la cognition sociale dans l'équipe et on a recherché est-ce qu'on a intérêt à remédier la cognition sociale. Heureusement, des méta-analyses sont sorties et nous donnent des arguments, peut-être contrairement à ce qui a pu être évoqué par Marie-Christine Hardy-Bellé, il y a quand même des arguments qui peuvent peser pour dire que on a une efficacité et on peut avoir des résultats précis, sélectifs, quand on remédie la cognition sociale. Ce qui nous motive, et peut-être pas effectivement tout le monde au niveau international, mais en tout cas nous on y trouve une source de motivation. Par exemple la méta-analyse de Kurtz, là en 2011, donc qui maintenant commence à dater avec l'évolution des travaux, nous montre qu'on a des tailles d'effets tout à fait bonne quand on essaye de remédier la perception des affects faciaux, la discrimination des émotions. On peut aussi avoir des tailles d'effets significatifs quand on remédie la théorie de l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà de la question d'améliorer les symptômes, qui n'est finalement pas tant le problème de ce type de remédiation, on obtient quand même, sur la ligne du bas, un impact sur le fonctionnement psychosocial, ce qui est une autre façon de parler du handicap, je dirais, dans la littérature. Donc pour nous, ça c'est une base de travail. À la question de la sélectivité de l'apprentissage, on peut se référer à un travail ponctuel. Là, je choisis de vous montrer l'étude qui a été publiée par Volver avec le programme TAR, qui est un programme de remédiation de la lecture des affects faciaux, de la reconnaissance des affects du visage, par ordinateur. Il a comparé ce programme avec le CRT, donc qui est plus de la cognition froide, et puis avec un traitement usuel, enfin en tout cas pas de remédiation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en comparant ces différents programmes, on s'aperçoit qu'il y a une certaine sélectivité de l'apprentissage, ce qui veut dire que quand on remédie un aspect, on a bien une plasticité qui concerne la fonction remédiée, avec l'espoir sans doute que ça puisse s'étendre à d'autres choses. Mais enfin, en tout cas, quand on remédie une chose, on ne fait pas autre chose, ce qui est aussi un argument de poids pour le domaine, contrairement à une approche qui serait totalement aspécifique et donc qui pourrait être mise en cause naturellement. Alors je me suis appuyé aussi un petit peu pour voir ce qui existait sur la revue de la littérature qui a été récemment publiée par Élodie Pérou et Nicolas Franck,
qui ont fait l'effort d'essayer de regrouper, un petit peu comme pour les neuroleptiques, avec les différentes dimensions. Je pense que c'est ça votre inspiration, c'est ça. Et donc ils ont essayé de refaire un petit peu pareil, en faisant une roue avec, je dirais, les profils d'action des différents programmes de remédiation. Et ils ont pu en tirer l'idée que on pouvait dissocier, je dirais, des programmes qui sont relativement spécifiques. Alors vous avez des exemples, le fameux TAR de Froman, Volver et collaborateurs, donc avec une très forte action sur les processus de traitement des émotions. Là, c'est des programmes quand même assez composites, hein, c'est-à-dire dedans il y a de la verbalisation, on fait verbaliser les éléments du visage, on essaye de voir comment après ça peut s'intégrer dans une vision globale de l'expression, et puis ensuite on amène le patient à traiter les expressions ambiguës. L'équipe de Nicolas Franck a aussi développé un programme spécifique, Gaïa, qui est maintenant établi et bien documenté, qui est aussi très sélectif sur les processus émotionnels. Et ce qui est intéressant, c'est que le programme Tom Remède, qui a été développé dans notre équipe par Nadine Bazin, qui en est qui forme à cette technique, le programme Tom Remède, est lui, dans cette vision-là, beaucoup plus sélectif sur la théorie de l'esprit, mentalisation, et on en discutera un petit peu après. Ce qui est aussi intéressant dans cette vision des choses, qui est une approche un petit peu pour comprendre comment tous ces programmes de remédiation qui se développent s'articulent les uns aux autres. Alors attendez, je passe parce que ça c'est un peu moins... Enfin, c'est pas que c'est pas important, mais c'est d'autres programmes que j'avais listés et qui sont pas sur l'iconographie de l'article de Nicolas Franck. Vous avez ce qu'ils appellent des interventions plus globales. Donc ce sont des programmes qui visent à toucher des aspects beaucoup plus composites, riches, à étendre l'action thérapeutique, notamment donc à la fois sur les expressions émotionnelles, qui sont toujours une base importante de travail, sur la mentalisation, sur les savoirs sociaux, et sur ce qu'on appelle les styles attributionnels, c'est-à-dire la façon d'interpréter comme intentionnel, comme menaçant parfois, des événements qui peuvent ne pas avoir de soubassement intentionnel. Et là aussi, vous avez différents programmes, et il y en a de plus en plus, hein, je ne peux pas tous les citer, qui prennent ces composantes, alors soit avec des programmes très complexes qui se font par étapes successives, comme les programmes de Penn, le SKIT, qui lui aussi est très bien documenté, soit d'une manière plus homogène, mais finalement sur des éléments en soi complexes de stimulation, comme le programme RC2S. Alors le programme RC2S, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement là dans cette présentation. Je vais vous dire un petit peu après pourquoi. Alors, si on part de Tom Remède, on va dire notre programme de base. Tom Remède, il est fait de 10-12 séances, et à un moment, on arrive au bout. Tom Remède travaille sur l'attribution d'intention, principalement avec des petites vidéos. Il se fait en groupe. Donc ça, c'est une des caractéristiques qui distingue tous ces programmes. Il y a ce qui se fait en groupe, ce qui se fait en individuel. Là, le parti pris est de faire le groupe pour un aspect de motivation déjà, et puis de confrontation aux autres. Grâce au groupe, il travaille particulièrement sur la métacognition, puisqu'il permet au sujet de voir que les autres ne pensent pas comme lui, et donc de prendre conscience qu'il doit aussi avoir une lecture critique de ses propres cognitions. Il travaille donc sur la génération d'hypothèses, qui est vraiment le point numéro 1 du programme, et quelque part, il permet d'éviter le phénomène du jump to conclusion, qui est très, très important dans les programmes de remédiation cognitive, qui est cette tendance des patients à tout de suite trouver leur idée intuitive et rester bloqué dessus. Donc avec ce phénomène de métacognition, on essaye de limiter, de contrôler et d'améliorer cette dimension. Donc on a un facteur de motivation lié au groupe qui ressort, et le groupe en soi
provoque une interaction entre les sujets. Donc on peut dire que dès qu'on met les patients en groupe, quand même, on fait de l'interaction sociale. Mais en travaillant sur l'interaction, en garantissant, je dirais, un degré d'interaction, il ne travaille pas spécifiquement sur l'interaction. Et il ne travaille pas non plus grâce à l'interaction. Alors ça, c'est une question qui se pose à nous, et on aimerait pouvoir poursuivre TomRemed par un nouveau module qui enrichisse les choses, donc peut-être nous ouvre une petite roue là de Pérou et Franck un peu plus large, pour être un petit peu moins spécifique, et qu'en plus on puisse ajouter l'aspect interactif. Alors pourquoi ajouter l'aspect interactif? Nous avons travaillé avec des vidéos jusque-là, et là je vous montre, vous voyez une colonne FR, vous avez des durées dans la vie des gens en Europe, les durées consacrées à deux activités. Vous avez une activité en haut qui est 44 minutes par jour, et une activité en bas pour France qui est de 2h01. Et on voit pas, voilà. Et en haut, c'est socialisation, en bas, c'est regarder la télévision. Bon, ça peut être aussi de la socialisation, mais bon. Alors, pourquoi ça pose... où je veux en venir? Je veux en venir au fait que, quand on passe 2 heures par jour à faire quelque chose, au bout de plusieurs années, notre cerveau, il est câblé pour faire cette activité. C'est-à-dire qu'il a des présupposés quand on est devant un écran qui sont puissants et qui sont probablement différents de ceux qu'on a, par exemple, quand on parle à quelqu'un, quand on joue au tennis ou qu'on fait quoi que ce soit d'autre, qu'on est habitué à faire. Donc, quand on entraîne quelqu'un avec la vidéo, on utilise des systèmes qui sont probablement hautement automatisés et qui sont même qui atteignent un niveau d'expertise. Bon, alors c'est un très bon moyen malgré tout, puisque c'est quelque chose qui est motivant pour les patients et ils aiment bien travailler avec les vidéos. Alors voilà, c'est l'intérêt de la vidéo, c'est multimodal, c'est intégratif, ça éveille l'attention, on peut donner de la prosodie, des gestes, etc. Bon. Le problème, c'est que justement cette automatisation entraîne que le patient est peut-être moins engagé, il n'a pas recours, et ça automatiquement, à tous les phénomènes d'attention partagée, qui sont quand même des bases de la cognition sociale. Il n'y a pas d'immersion. La question, on est en troisième personne, beaucoup plus qu'en deuxième personne, et ça c'est un point fondamental dans la littérature en cognition sociale. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs maintenant qui travaillent sur, qui distinguent de manière forte la différence entre deuxième et troisième personne, puisqu'il n'y a pas cette réciprocité. Et puis, disons-le, quand on est passif devant un écran, on sait qu'on ne pourra pas vérifier nos hypothèses, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'action sur l'objet, et donc notre cerveau n'a pas besoin de travailler dans l'idée qu'il peut agir sur l'objet qu'il observe. Ce présupposé, probablement, joue très fortement sur le système du cerveau social. RC2S commence à offrir une première réponse, puisque dans ce programme, on interagit avec un personnage. On est un peu en troisième personne, puisqu'on n'est pas, ce n'est pas soi qui agit, mais on agit pour quelqu'un. Cela dit, nos actions, par un arbre de décision, conduisent progressivement à des réponses de la part du personnage. Donc, le système, là, met le sujet en position de déclencher son système de test d'hypothèse. On peut penser que ça déclenche quelque chose que la vidéo ou les systèmes passifs, entre guillemets, ne permettent pas d'avoir. Alors, notre développement, il est un petit peu aussi dans cette idée. Alors, il est pensé comme un prolongement de TomRemed, donc on est en train de le développer dans cette idée. On va reprendre le groupe, puisque on veut continuer dans une habitude soignante, dans une habitude pour les patients. On a besoin qu'ils soient déjà installés dans une façon de travailler, et on va continuer dans cette idée. On va toujours faire en sorte que les patients se confrontent aux opinions des autres, et on va proposer chez eux des raisonnements structurés par des hypothèses. Donc on va garder un petit peu le modèle qui est derrière TomRemed.
Et puis, on va utiliser des structurations de scénarios qui vont être basés là sur une plateforme. Alors, je vous ai mis en bas des exemples de plateformes, et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors là, actuellement, on est parti d'un système informatisé qui est spécifique, et on utilise un avatar qui est fondé sur un jeu de cartes. En fait, c'est un jeu de confiance où on doit deviner une carte et l'avatar nous donne des indications émotionnelles ou verbales. On peut la croire, ne pas la croire, suivre ce qu'elle dit ou pas. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça correspond. C'est à moi? Bonjour à toutes et tous. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous. Je me présente. Je m'appelle Marie. Je suis ce que l'on appelle un agent virtuel expressif. Bon. Peut-être cela ne vous parle pas beaucoup. Je veux juste dire que je ne suis qu'une image animée par un ordinateur. Mais quand même, je suis capable d'exprimer certaines émotions. Regardez. Voilà. Ou celle-là. Ou encore, ça. Bon, assez parlé. Je vous rends la parole. Bon, voilà, alors vous voyez, ça c'est une petite marionnette virtuelle qu'on est capable de faire parler très facilement. Là, pour faire cette petite vidéo, ça a pris 10 minutes hier pour faire le petit texte, mettre quelques émotions. Donc on contrôle complètement l'algorithme et on va pouvoir utiliser ce système pour animer des situations plus ou moins complexes qui vont nécessiter de comprendre ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, comment elle joue avec nous et comment elle va interagir. Alors, bon, donc je vais passer, puisque je suis déjà en retard, sur comment on envisage les choses. On aura un certain nombre de séances avec des scénarios qui porteront sur des situations de la vie courante. Il faudra comprendre les intentions de l'avatar, comprendre ce qui motive ses réactions. Par exemple, elle va pouvoir devenir agressive, elle va pouvoir devenir plus triste, plus contente en fonction de certaines choses qui correspondront par exemple à des états d'esprit comme la rancune, un caractère autoritaire, la fatigue, l'épuisement. On va simuler ces différentes choses qui modifient notre comportement et peuvent modifier nos intentions, et on permettra aux patients justement de jouer avec l'avatar et de formuler des hypothèses sur ces états mentaux-là qui justifient ce comportement. Donc tout le système derrière informatiquement va être scénarisé. Voilà, donc par exemple là vous avez un modèle de scénarisation qui est ce graphique à gauche, mais qui correspond à un scénario où le personnage arrive et est fatigué, a été à un mariage et est de moins en moins expressive. On a un contrôle très fin sur l'expression émotionnelle, vraiment c'est millimétrique si j'ose dire. Et progressivement, au fur et à mesure du scénario, sa fatigue et son manque d'expressivité va se transformer en agressivité, en propos plus dur envers le joueur. Et là, l'idée, c'est que on va faire ressortir auprès des patients, ils vont rechercher les éléments qui leur indiquent les causes de cette irritabilité. Donc, ils vont être amenés à rechercher activement pourquoi, et ils pourront, puisque le système est interactif, ils pourront rejouer les parties et tester des hypothèses concernant ce fait, cette irritabilité. Donc ils pourront rejouer et tester des hypothèses spécifiques qu'ils vont formuler. Voilà, donc voilà, je finis là puisque je suis en retard, et je remercie particulièrement les personnes là que j'ai pas citées au début, qui ont contribué à un moment dans ce projet, et notamment le LIMSI, qui est le laboratoire d'informatique qui fabrique ces systèmes interactifs. Voilà, et désolé pour ce que j'ai pas dit. Merci.
Merci beaucoup Eric, et désolé de t'avoir contraint à jouer le jeu de la durée de la présentation. Alors, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous souhaitez intervenir? Merci Christine. Merci Eric, vraiment très intéressant de passer à l'aspect recherche, à l'aspect plus appliqué. Alors par rapport à l'aspect recherche justement, ça me faisait penser à ce qu'on a fait avec Élodie Pérou. Là je pense que c'est effectivement artificiel, lié à nos évaluations actuelles. Avec la présentation d'Eric, on voit bien qu'il y a des liens entre la reconnaissance des émotions faciales et la théorie de l'esprit. Je pense qu'il va falloir reconsidérer tout ça et faire un modèle un petit peu plus intégratif que ces simples étoiles de liège. Mais c'était au moins une proposition pour les indications thérapeutiques telles que c'est actuellement. Mais ma question c'est pas ça, c'est par rapport au logiciel interremède. Est-ce qu'il y a vraiment des interactions entre le participant et puis l'avatar? Parce que là, dans ce que tu as montré, on avait l'impression que c'était un peu des scénarios auxquels la personne assiste. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les deux? Ça, j'ai pas bien saisi, en fait. Oui, il y a une interaction puisque le joueur va jouer aux cartes avec l'avatar. Donc en fait, la situation là, pour des raisons techniques, qui est le jeu de cartes, parce que point de vue de la programmation, c'est quelque chose qui était beaucoup plus faisable et qui nous permettait d'accéder à ce domaine de la confiance. Donc faire confiance ou pas à ce qu'on nous dit. Le jeu de cartes permet de solliciter ça de manière assez simple. Bon, cette situation, c'est un jeu. Donc ce que l'on fait impacte l'avatar qui répond d'une manière préprogrammée, mais qui donne l'illusion d'une certaine adaptation en fonction de son intention sous-jacente, de son état. Donc là, je citais la fatigue. La fatigue peut conduire à ce que l'avatar se fatigue au fur et à mesure qu'on joue avec elle. Et à certains moments, quand elle pose des questions, par exemple, j'aimerais bien, est-ce que vous avez envie de continuer? Si on lui dit oui, et qu'elle est très fatiguée et très irritable, elle va mal le prendre, alors que si on lui dit non, donc dans ce cas-là, elle va être contente d'arrêter. Donc c'est ces phénomènes-là qu'on peut utiliser comme forme d'interaction qui permet de mettre en place ces vérifications d'hypothèses. C'est à ce moment-là que je développe une stratégie pour tester si ce que je crois de l'autre est vrai, peut s'implémenter, et le thérapeute devra conduire les patients à sélectionner une stratégie active dans leur interaction avec l'avatar, à sélectionner celle qui va permettre de répondre à leurs propres questionnements. Voilà, c'est ça l'idée. Si on raisonne en tant que parcours intégratif dans cette dimension-là, est-ce que tu crois qu'on peut faire du coup des allers-retours entre la technique donc avec Avatar, puis entraînement des habiletés sociales dans une TCC, et c'est ce qu'on se disait là, peut-être qu'effectivement il doit falloir trouver des enrichissements qui permettent d'aller de l'un à l'autre et de définir mieux les prises en charge, qui pourraient d'ailleurs être différentes selon qu'on s'adresse à des patients souffrant de schizophrénie ou à d'autres pathologies, et moi je pense beaucoup aussi aux troubles du spectre autistique. Oui, je suis d'accord. En tout cas, c'est une vraie question qui va être compliquée à résoudre en recherche, que celle des successions entre les modules. Là, j'ai présenté ce programme puisque progressivement, on a compris qu'il fallait qu'il se place derrière Tom Remède dans une même logique pour que les soignants et les patients puissent bénéficier déjà d'une certaine habitude de travail pour utiliser ce nouveau système. Donc, il y aurait une certaine continuité là, mais l'idée qui, à mon avis, qui se pose et qui est une idée un peu théorique et de recherche, c'est est-ce que quand on va aller de plus en plus vers des modèles interactifs, celui-là en est un exemple, RC2S en est un autre, mais je pense que les développements de la réalité virtuelle vont être de plus en plus complexes. La question, c'est est-ce que ces systèmes interactifs sont en soi
des maillons de la généralisation qu'on cherche tous à obtenir. Quand on fait une remédiation, on essaye de trouver des moyens d'exporter vers la réalité les acquis. Est-ce que la réalité virtuelle est en soi un premier espace de généralisation? Donc nous, on est plus sur la continuité thérapeutique et l'esprit d'aller vers généraliser l'acquis qui est je reconnais les intentions, je reconnais les émotions faciales. Et là, et le nouvel apprentissage qui est je vérifie mes hypothèses de manière active. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais... Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup.